Proposition en hausse de la Commission de Bruxelles, une augmentation de 12,5 des prix agricoles français, insuffisant, réplique Paris. La réforme de l'audiovisuel, des membres de la haute autorité nommés pour 9 ans et non plus pour 6. Les réactions ce soir et l'exemple italien. La réforme du cinéma, soutien accru de la création et fin de la concentration des pouvoirs. Enfin, la crise chez les Verts à Saint-Étienne, le président Rocher mis en accusation. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Il est aussi un 5e titre dans l'actualité ce soir qui justifie, vous allez le voir, amplement l'ouverture de ce journal. Pour la première fois, en effet, depuis bien longtemps, nous allons diffuser des images de manifestations en provenance d'Argentine. Les documents de là-bas sont rares, il n'est pas facile de faire notre métier, et qui plus est, lors de manifestations. Celles-ci ont eu lieu avant-hier. Il y a eu beaucoup d'arrestations à Buenos Aires. 150 personnes sont toujours détenues aujourd'hui, dit le ministère de l'Intérieur argentin. 1500 réplique la Confédération internationale des syndicats libres. Voici donc ces images commentées par Philippe Rochaud. C'était la plus grande manifestation depuis le coup d'État de 1976. Plus de 10 000 personnes s'étaient rassemblées sur la place de Mai, devant le palais du gouvernement, à l'appel de la CGT, un syndicat interdit en Argentine depuis l'instauration du régime militaire. Les charges de la police montées auraient fait 2 morts et une dizaine de blessés. La manifestation se voulait pacifique, mais elle n'a pas duré 1 heure. Près de 2000 personnes ont été arrêtées, dont le prix Nobel de la paix, Adolfo Pérez Esquivel, et tout l'état-major de la CGT. Cette manifestation canalisait un peu le mécontentement populaire de l'Argentine. Ces hommes, ces femmes qu'on embarque dans les cars de police étaient venus protester contre les milliers de licenciements dans l'industrie, l'inflation de 130% qui frappe le pays. Les folles de la place de Mai, les mères et les femmes des disparus en avaient profité pour crier leur détresse. En plein cœur de Buenos Aires, on scandait pour la première fois du pain, du travail, la paix. La junte militaire, pour le 6e anniversaire de son arrivée au pouvoir, avait promis un retour par étapes vers la démocratie. Le tort de ces manifestants est peut-être d'y avoir cru trop tôt. Manifestation également au Chili, à Santiago, manifestation interdite, une 50aine d'arrestations. Plus haut encore, au Salvador, on sait désormais que plus d'1 300 000 électeurs ont voté, ce qui est beaucoup, contrairement à ce qu'avaient souhaité les guerrilleros qui préconisaient l'abstention. En revanche, avec la victoire des 5 partis de droite sur la démocratie chrétienne, on ne sait pas encore comment va se présenter le pouvoir présidentiel. Pologne, un détournement d'avion spectaculaire. Ce sont 2 soldats polonais qui ont détourné, sur Vienne, un appareil de fabrication soviétique qui avait décollé de Cracovie. À son bord, au départ, 4 militaires. Peu après le décollage, 2 d'entre eux ont donc obligé le pilote à atterrir en plein champ, afin de prendre à bord leur famille, que vous voyez ici, 2 femmes et 4 enfants. Et pour échapper au radar, l'appareil a survolé le Danube à très basse altitude, au point que des morceaux de branches, que vous avez peut-être reconnus sur ces premières images, sont restés accrochés aux ailes. Toujours à l'étranger, en bref, la mort de 2 soldats britanniques en Ulster, tués dans une embuscade à Londonderry. L'assassinat du criminologue italien Semenari, l'un de ceux que l'on considère comme l'une des têtes du terrorisme noir en Italie. Son assistante, elle, s'est suicidée. Enfin, toujours ces rumeurs autour de la santé de Leonid Brejnev. Pas d'informations concrètes à vous donner ce soir, si ce n'est que son médecin personnel a renoncé à se rendre, comme prévu, à Londres. En revanche, voilà que le président Reagan doit subir dans quelques minutes un examen médical à l'hôpital à la suite de problèmes urinaires. Enfin, dernière information hors de nos frontières, et celle-là nous concerne très directement, il s'agit des toutes dernières propositions de la Commission du marché commun en matière de prix agricoles. Alors tout de suite à Bruxelles, Jean-Louis Calmejane. Depuis ce matin, les ministres de l'Agriculture discutent donc des nouvelles propositions de la Commission européenne. Je vous rappelle qu'au départ de ce marathon agricole, la Commission proposait une augmentation moyenne des prix agricoles de 9%. Le Parlement européen, lui, réclamait une augmentation de 14%, alors que les agriculteurs européens, et français surtout, réclamaient une augmentation et exigeaient une augmentation de 16% des prix agricoles. Depuis ce matin, donc, et c'est là l'élément nouveau de ces discussions, la Commission propose une augmentation moyenne des prix agricoles qui varie selon les estimations
de 10,5 à 11%. Ce qui pour la France, compte tenu des ajustements monétaires dont je vous passerai les détails, correspond à une augmentation de 12,5%. C'est une proposition qui pour la France est une bonne base de départ pour de nouvelles discussions. Ces propositions prennent en compte des préoccupations du gouvernement et des agriculteurs français, par exemple sur le problème des produits méditerranéens, le problème du vin, le problème des petits producteurs de lait, le problème du lien entre la production céréalière européenne et l'introduction des produits de substitution aux céréales. Là où nous sommes en désaccord encore avec les propositions de la Commission, c'est sur le niveau des prix qui n'est pas encore suffisamment élevé et sur le problème des montants compensatoires monétaires pour lesquels nous pensons que les propositions de démantèlement de la Commission, auxquelles elle a abouti après 2 heures de discussion cette nuit, car les Allemands sont extrêmement réticents à démanteler leurs montants compensatoires dans des proportions suffisantes, eh bien, cette proposition est encore difficilement acceptable. Reste qu'au fur et à mesure de ces discussions, ici à Bruxelles, on constate une divergence de vues entre les pays du nord de l'Europe et ceux du sud, notamment en ce qui concerne les productions méditerranéennes. La France, l'Italie et la Grèce défendant ces dossiers, alors que l'Allemagne, les pays du Benelux et l'Angleterre ont tendance à rejeter les propositions de la Commission concernant ce dossier des productions méditerranéennes. Les suites du projet de loi sur l'audiovisuel tel qu'il a été adopté hier en Conseil des ministres, voilà maintenant que l'on apprend que les 9 membres de la haute autorité auront un mandat de 9 ans et non plus de 6 ans, comme annoncé hier à l'issue de ce Conseil. Un statut qui les rapprochera donc davantage encore de celui des membres du Conseil constitutionnel. Mais pour Georges Filiou, qui s'exprimait dans l'antenne de midi, il ne faut pas que ces sages soient des politiques. Il s'agit, pour mettre en œuvre des institutions aussi nouvelles dans le droit public français que celle-ci, il faut en effet que les femmes et les hommes qui soient désignés à ces fonctions éminentes soient pourvus d'une très grande rigueur morale, dont découle une autorité nécessaire, et bien entendu, il me semble utile que dans cet aréopage, il y ait à la fois des témoins de la vie culturelle, sociale, dans sa diversité, et également des femmes et des hommes qui connaissent les problèmes de la communication. Il faudra que les dosages soient faits de façon convenable. Et pour être tout à fait, pour livrer le fond de ma pensée, je crois qu'il faut que ces choix ne soient pas effectués en fonction de critères politiques, mais par rapport à la qualité de ces, en somme, hauts magistrats qui vont avoir à présider à la mise en place d'institutions tout à fait nouvelles et dont on peut tellement attendre. Pour le président du mouvement des radicaux de gauche, Roger Gérard Schwarzenberg, il aurait mieux valu couper carrément le cordon ombilical entre pouvoir et audiovisuel, mais c'est déjà un progrès notable, dit-il. Du côté de l'opposition, le secrétaire général du RPR, Bernard Pons, estime que calquer la composition de la haute autorité sur celle du Conseil constitutionnel prête à sourire. Réaction maintenant, vous allez l'entendre, de l'UDF Alain Madelin. La loi sur l'audiovisuel ne nous permettra pas de faire face aux défis de l'audiovisuel des années 80, hélas. Quant à la haute autorité, on attendait son indépendance. En réalité, nous avons un dirigisme camouflé sous le nom de haute autorité. 6 membres désignés par le président de la République et par le président socialiste de l'Assemblée nationale, contre 3 à l'opposition. Moi, je dis que la ligne dure du Congrès de Valence, la ligne de M. Mermaz et de ses amis l'a emporté, 6-3. Alors, quelle solution auriez-vous préconisé? Nous avons proposé, nous, de faire une haute autorité rigoureusement équilibrée entre la majorité et l'opposition, de façon à pouvoir désigner des personnalités réellement indépendantes, et cela nous paraît vraiment être la solution capable de garantir l'indépendance de notre système audiovisuel. Pour l'IGA, ensemble des journalistes de l'audiovisuel, eh bien, ce projet de loi ne donne pas toutes les garanties à une réelle émancipation de l'information radio-télévisée. Nombreuses réactions négatives également dans les radios locales privées à la confirmation de l'interdiction de la publicité. Depuis hier, vous le savez, nous nous attachons à vous montrer ce qui se fait à l'étranger en matière d'audiovisuel. Et bien ce soir, précisément, la prolifération des radios et télévisions privées en Italie. Victor Raman. La RAI, la télévision italienne, se porte bien.
C'est d'autant plus remarquable qu'il y a quelques 500 télévisions privées qui lui font une concurrence effrénée. Or, malgré cette concurrence, il y a encore 28 millions d'Italiens qui, tous les soirs, se portent sur la première ou la deuxième chaîne de la RAI, la troisième étant toujours un peu marginale. En fait, il n'y a pas de miracle. Il faut de grands moyens pour faire de la télévision, et les télévisions privées n'ont pas forcément de grands moyens. Est-ce que les téléspectateurs italiens sont contents de leur télévision? Mais pour le moment, de tous les données que nous avons, il nous dit qu'ils ne sont pas mécontents. Je crois que de dire d'être content ou satisfait d'une façon complète, c'est un peu trop pour une Italienne en particulier. D'un côté des sondages d'opinion, nous voyons que, encore, la très très grande majorité du public, ils suivent la RAI. Le journal télévisé de la deuxième chaîne, TG2, 8 millions de téléspectateurs. Pour les informations, c'est la domination absolue de la RAI. Les télévisions privées n'ont rien à offrir. Pour avoir une idée du fonctionnement d'une télévision, le mieux est peut-être de commencer par la rédaction d'un journal télévisé. Il y a là toutes les qualités et les faiblesses d'une télévision. Par exemple, on dit que le journal télévisé de la première chaîne, TG1, est démocrate chrétien, alors que TG2 serait socialiste. Mais quand on dit que le TG1 est démocrate chrétien et le TG2 est, disons, à gauche, mais plutôt de tendance socialiste, est-ce que c'est vrai? Donc, alors, c'est un peu difficile, vous savez, la politique en Italie, c'est pas si simple comme en France. Mais, en effet, la plupart des journalistes qui sont restés au TG1, qui font partie de la rédaction du TG1, la plupart sont des démocrétiens. Et tandis que je dirais, au TG2, il y a plus de choix. Et je ne dirais pas que la plupart ce sont des socialistes. Enfin, ce sont des gens, on dit, de la laïque socialiste et laïque des communistes, comme ça. Il y a même des démo-chrétiens. Le journal télévisé de la première chaîne, le TG1, plus de 18 millions de téléspectateurs chaque soir. On ne peut pas dire qu'il est plus regardé parce qu'il serait démocrate chrétien. En fait, sa coloration politique n'a pas tellement d'importance, du moins pour le téléspectateur moyen. Et d'ailleurs, les journalistes du TG1 ne sont pas contents quand on leur attribue une étiquette politique. La rédaction del TG2, almeno politicamente, è composta da... La rédaction de la deuxième chaîne, du moins politiquement, est composée d'excellents confrères qui sont davantage orientés vers des positions de gauche, des positions plus à gauche, en tout cas, que ceux qui travaillent chez nous, au TG1. C'est vrai que pour être journaliste à la RAI, il faut être inscrit à un parti politique. Ce n'est pas vrai. Et moi qui vous parle, je n'ai pas la carte d'un parti. Oui, la RAI, depuis 1975, la nouvelle loi, est contrôlée par une commission parlementaire. L'exécutif, il a perdu tous les pouvoirs qu'il avait avant de contrôle sur la RAI. La commission parlementaire est une commission mixte de membres du Sénat et de la Chambre des députés. Ils sont représentés tous les partis politiques en relation proportionnelle au poids politique de chaque parti. C'est-à-dire c'est en petite la même composition du Parlement italien. La RAI est un reflet exact de l'Italie d'aujourd'hui. Une politisation quelque peu excessive n'empêche pas la créativité. Puis d'après tous les témoignages que nous recevons chaque jour, Antenne 2 est aussi très regardée, notamment à Rome. Le franc à nouveau sous pression. Cette fin de semaine, la monnaie française a cédé du terrain devant l'ensemble des devises. Le dollar, lui, a encore crevé son plafond à 6 francs 29. Par ailleurs, la baisse s'amplifie à la Bourse de Paris. Le Premier ministre a annoncé tout à l'heure que le gouvernement prenait toutes les dispositions pour éviter un réajustement monétaire du franc au sein du SME. Et sans le nommer, il s'en est pris aux propos récents de Raymond Barre sur la monnaie. Le ministre du Travail devant les chefs d'entreprise, Jean Auroux, avait expliqué ce que seraient désormais les droits nouveaux des travailleurs. Il l'a fait devant le forum de l'expansion ce matin. Laurent Carenzo était là. Yvon Chotard et les siens ont corrigé hier les devoirs de l'élève Jean Auroux. Selon eux, c'est un élève studieux, courageux, généreux, un peu rêveur et un tantinet théoricien.
Son seul véritable défaut est d'avoir de mauvaises fréquentations. Il est en effet trop soucieux de la place des syndicats dans l'entreprise, à qui il veut donner un rôle prépondérant. C'est essentiellement pour cette raison que les patrons sont bien tentés de recaler le ministre du Travail. Nous allons laisser des pouvoirs à des gens qui ne sont certainement pas des gens qui s'opposent systématiquement, mais n'ont pas la formation suffisante pour avoir une bonne collaboration constructive et crédible avec le chef d'entreprise qui est un responsable à part entière. Nous supposons que ce rapport aura pour conséquence essentielle de nuire profondément au dialogue avec le personnel, dans la mesure où il tente à imposer un relais obligatoire qui sont essentiellement constitués des syndicats représentatifs au niveau national et non pas au niveau de l'entreprise. Nous étions en avance sur le rapport Auroux, par exemple, en ce qui concerne la 5e semaine qui est déjà accordée depuis très longtemps. Là où ça devient par contre grave, c'est quand on a trouvé une forme de fonctionnement à l'intérieur d'une entreprise qui est positive pour tous et qu'une loi vient figer, formaliser, administrativer, rendre lourd ces rapports, cristalliser des rapports de force entre les différentes partenaires de l'entreprise, alors qu'on a réussi à ne plus en faire des rapports de force, mais au contraire à essayer de travailler ensemble dans un domaine, dans une direction donnée. Jean Auroux sait très bien qu'il ne convertira pas les patrons, mais il essaie par le dialogue de les convaincre un peu. La rencontre entre un ministre du Travail et des chefs d'entreprise implique toujours un pari. La rencontre de chefs d'entreprise et d'un ministre du Travail socialiste relève, elle, d'un défi. Les patrons sont attentifs, sauf Serge Dassault qui, avec quelques provocations, leur pose cette question jusqu'au boutiste. Irons-nous jusqu'à la grève? La grève des internes, à la veille de la manifestation de Paris, une délégation a été reçue tout à l'heure à l'hôtel Matignon. Une intervention du Quai d'Orsay auprès de l'ancien président Ben Bella, le ministère des Relations extérieures le rappelle à une certaine réserve à la suite de ses propos, notamment ici dans ce journal, propos qui ont beaucoup irrité Alger. Une rencontre Mitterrand-Trudeau, c'est pour le 18 avril à Vancouver, au Canada donc, lors d'une escale de l'avion du président français à son retour du Japon. Et puis cette réforme du cinéma annoncée ce matin par le ministre de la Culture, Jacques Lang. Il s'agit de soutenir la création de manière accrue et surtout de mettre fin aux accords de programmation existants. Bref, d'éviter une trop grande concentration des pouvoirs. Alors, qu'est-ce que ça va changer pour les amateurs de cinéma? France Roche a posé la question au ministre. C'est le plus important projet de loi sur le cinéma élaboré depuis 36 ans. Il compte plusieurs idées forces qui seront défendues par un Conseil national de la cinématographie. Projet très riche visant à encourager la création originale, à interdire les positions dominantes par un code de concurrence et un démantèlement partiel des grands circuits de distribution et d'exploitation, création d'un institut du cinéma appelé à soutenir par des prêts les entreprises ambitieuses, définition d'un régime juridique unique pour toute création audiovisuelle. En fait, il s'agit d'aider les petits sans atomiser les gros. Ça, c'est pour l'industrie, mais le public, lui aussi, sera concerné. Disons que cette réforme porte sur 3 points essentiels. Premièrement, faire qu'un siècle après l'invention du cinématographe, le droit au cinéma soit un droit pour chaque Français. Il est essentiel que le réseau de salles irrigue l'ensemble du pays, que les films, notamment les films nouveaux, arrivent jusque dans chacune des communes de France, ce qui suppose une série de mesures techniques que je ne vais pas à l'instant exposer. Deuxièmement, la réforme vise à redonner à l'ensemble de l'économie du cinéma la vitalité, le souffle, l'oxygène nécessaire pour favoriser une création beaucoup plus vivante et toutes les formes de la création, des films les plus populaires aux films les plus savants. Alors, il y a beaucoup de mesures qui visent à limiter la concentration cinématographique, à diversifier le système des distributeurs indépendants et des producteurs indépendants. Et puis alors, le troisième thème, c'est assurer à notre cinéma national une présence beaucoup plus conquérante sur les marchés internationaux. Et puis on va tourner en province. Il y a un mouvement d'effervescence tout à fait étonnant à travers la France entière en ce moment.
partout, à Marseille, à Lyon, au Havre, des unités de production de cinéma naissent et se développent. Je pense à René Alliot, près de Marseille, je pense bientôt Patrice Chéreau à Nanterre, au Havre, un peu partout. Et c'est une des formes d'initiative et de vie qui doit être encouragée par nous. Au fond, je dirais que l'ensemble des provinces françaises aujourd'hui retrouvent le sens de la fête cinématographique. Et c'est une grande chance pour nous. Quelques mots encore sur les problèmes politiques pour vous dire que Pierre Joxe, le président du groupe socialiste à l'Assemblée, s'appuyant sur un sondage, estime que l'opinion ne juge les élus du PS ni sectaires ni intolérants, que Valéry Giscard d'Estaing, qui réunissait hier soir son conseil pour l'avenir de la France en présence de Raymond Barre, a décidé de constituer autour de lui 7 groupes de travail, et que l'on tient à faire savoir que l'ancien directeur de la pharmacie, Jean Weber, n'a pas été révoqué, mais qu'il sera appelé très prochainement à d'autres responsabilités. Et reparlons maintenant de Columbia, car au lendemain du succès du 3e vol de la navette spatiale, la NASA envisage très sérieusement de relancer son programme de construction d'une cité de l'espace, une cité qui intéresse surtout l'armée. D'ailleurs, le prochain vol de Columbia sera exclusivement militaire. Philippe Dumais. Regardez bien, avec un rayon laser très puissant, les Américains ont déjà réussi à abattre depuis le sol un avion télécommandé. Ce ne serait guère plus difficile dans l'espace. Si le 4e vol d'essai de Columbia prévu fin juin est aussi réussi que celui qui vient d'avoir lieu, alors les militaires qui soutiennent le programme de la navette ont tout lieu d'espérer qu'ils pourront mettre en orbite une station permanente à 400 km d'altitude. Ce serait un merveilleux poste d'observation où l'on pourrait installer un canon laser capable de détruire un satellite ennemi ou une installation au sol. D'après les déclarations du directeur de l'agence spatiale américaine, un militaire, cette possibilité n'est pas du tout de la science-fiction et pourrait même se réaliser avant 90. La construction d'une station spatiale, comme on le voit ici, a déjà fait partie d'une série d'expériences en piscine, parce que le travail en apesanteur pose certains problèmes, même si là-haut, une poutre métallique se soulève comme une allumette. Pour amener tout le matériel nécessaire à cette station, on utilisera donc la navette avec sa soute capable de transporter 30 tonnes de matériel à chaque vol. Le bras de 15 mètres de long fabriqué par le Canada et qui a si bien fonctionné lors du 3e vol servira à la mise en place dans l'espace de tout le matériel utile à la station. Pour soutenir ce programme, le Pentagone prétend que l'URSS a déjà une certaine avance dans ce domaine. Les expériences civiles ne seront pas exclues, mais compte tenu du prix élevé de cette réalisation, la NASA espère obtenir une participation de l'Europe, du Canada et du Japon. Une deuxième agression en plein centre de Belfort, 2 semaines après la mort d'une lycéenne, meurtre jusqu'alors inexpliqué. Cette fois, c'est une jeune femme qui a été agressée ce matin en plein centre de la ville. Elle est très grièvement blessée. Une explosion à l'heure du déjeuner à Laval, explosion qui serait due au gaz, plusieurs blessés légers et dégâts importants. Et puis à la limite du sport et de l'information générale, maintenant, la crise de l'AS Saint-Étienne. La révolte grondait depuis quelque temps, mais cette fois elle a éclaté en plein jour. Plusieurs membres du conseil d'administration ont mis en accusation le président Rocher, l'animateur des Verts depuis maintenant plus de 20 ans. C'est Dominique Leglou qui ouvre le dossier. Ce matin, à l'entraînement des Verts, on discutait d'un chaud printemps. Une fin de saison bien difficile sur le plan sportif. Saint-Étienne doit essayer de conserver son titre de champion de France, poursuivre sa carrière en coupe et fournir l'équipe de France en joueurs de talent. À ce parcours bien périlleux s'ajoutent aujourd'hui des difficultés d'ordre interne. Un homme est mis sur la sellette, le président Rocher. Ses accusateurs des membres du conseil d'administration qui lui reprochent son autocratie. Il est question d'un grand club qui est l'AS Saint-Étienne, qui est une entreprise extrêmement importante, qui met en cause des intérêts très importants et qui donc doit être dirigée comme toutes les entreprises de ce type, c'est-à-dire par un président, mais avec l'aide et l'assistance de tous les dirigeants bénévoles qui sont au club. Si la crise éclate aujourd'hui, elle couvre depuis de longs mois. Querelle de personnes, malaise, turbulence, l'autorité du président ne fait plus l'unanimité. Le mouvement associé est arrivé à son point de non-retour, c'est-à-dire qu'on s'est aperçu qu'il n'y a plus aucune possibilité de discussion avec M. Rocher. Il a pris la fâcheuse habitude de gouverner ce club de manière autoritaire, voire dictatoriale. Je suis très surpris depuis ce matin d'entendre parler de complot et de putsch.
car nous n'avons rien fait d'autre que d'exercer les règles normales de la démocratie. Il y a un conseil d'administration lundi et nous posons un certain nombre de questions importantes. Mais Saint-Étienne aujourd'hui encore est le club le plus populaire du football français. Son président, en place depuis 21 ans, compte aussi de nombreux amis, y compris chez les supporters du club. Le président Rocher a beaucoup apporté au club et ça peut jouer aussi sur le moral des joueurs, vu que leur président, quand même, il l'estime beaucoup. C'est une équipe formidable, elle est intouchable, comme le président d'ailleurs. Pour sa part, le président Rocher attendra lundi pour répondre aux accusations. Pour lui, les fautes de gestion financière ne sont qu'un prétexte. Ce que les autres ne supportent pas, c'est qu'il assume seul ses responsabilités. Alors Rocher sera-t-il mis en minorité? Ce sont peut-être les joueurs qui détiennent la réponse à cette question. Pour l'instant, ils restent muets, mais leur poids même indirect sera sans doute essentiel dans la décision. En tous les cas, même battu, Roger Rocher a promis qu'il reviendrait. Réponse en tout cas donc lundi. Les résultats du quartet d'aujourd'hui, il fallait jouer le 6, le 23, le 19 et là, si vous avez joué cette combinaison donnée dans l'ordre par Romo Goldèche, vous allez toucher, vous le voyez, plus d'1 million de francs, ce qui est énorme, et dans un ordre différent, près de 40 000 francs. Ce n'est pas une plaisanterie. En revanche, je peux bien vous l'avouer, Romo Goldèche n'existe pas et pourtant voilà des années que nous vous en parlons de temps à autre dans les journaux, dans toutes les rubriques d'ailleurs, sportives, politiques, sans que jamais personne ne se soit inquiété de son identité. C'est d'ailleurs aussi le cas de l'écrivain Blagnac que les nouvelles littéraires de cette semaine ont prétendu ressusciter. Personne dans le monde littéraire ne s'était ému et pourtant Blagnac, lui non plus, n'a jamais existé. Alors plus sérieusement maintenant, Michel Crépeau, le ministre de l'Environnement, a qualifié de poisson d'avril, nous y sommes, l'intention prêtée au gouvernement de nationaliser les étangs privés. Et puis pour terminer en beauté sur un très gros poisson, qui n'en est d'ailleurs pas tout à fait un, c'est le plus gros des mammifères, suivons Claude Guénière, en Californie, à la découverte des baleines. Au mois de décembre, au mois d'avril, c'est la balade des enfants des écoles. Et le week-end, celle de toutes les familles de Los Angeles. On va voir passer les baleines. Chaque année, au mois de septembre, ces baleines, espèces dites grises, quittent les eaux froides du détroit de Bering pour aller donner naissance 11 000 km plus bas à leurs petits dans le golfe de Californie au Mexique. Baleine à 100 mètres devant nous, dit le capitaine. Un frémissement sur l'eau. Le mastodonte de 40 tonnes est là. En voie d'extinction, il y a 50 ans, il en restait moins de 1000. Les baleines grises, aujourd'hui protégées, sont environ 14 000. Elles descendent le long des côtes de l'Alaska, du Canada, des États-Unis et remontent quelques mois plus tard, en février et mars, avec leurs petits. Nulle part au monde, des animaux de cette taille sont aussi près de la civilisation et de l'homme. À 3 km du rivage, elles émergent toutes les 3 ou 4 minutes pour respirer au milieu des bateaux. Et ce que tout le monde attend, qui est beau et arrive peu souvent, c'est le moment où la baleine sort les ailerons de sa queue pour un plongeon gracieux. Voilà, merci, c'est pour cela que nous étions venus. La raison pour laquelle on l'appelle la baleine grise, la voici dans ce bocal, un fragment de peau d'une baleine venue s'échouer sur la plage où elle est morte. Et vous voyez sur cette peau des coquillages. Et ces coquillages sont spécifiques à ce type de baleine. Ils ne vivent que sur la peau de cette baleine. On ne les trouve nulle part ailleurs, ils ne se fixent nulle part ailleurs. Ces cris pour saluer un baleineau, hélas, nageant entre deux eaux, sans doute blessé, heurté par un bateau ou attaqué par un requin. On signalera sa présence au musée océanographique, mais il n'y a rien à faire. On n'a jamais pu avec succès capturer et soigner une baleine. Mais les enfants vont apprendre du capitaine qu'un bébé baleine, par exemple, double son poids en une semaine en tétant le lait de sa mère, riche de 40% de matière grasse. Il gagne 100 kilos par jour et se constitue une réserve de graisse pour affronter les eaux froides du pôle Nord. C'est là qu'adulte il trouvera sa nourriture. Il fait au pôle Nord jour 24 heures sur 24 et la baleine ne cesse de manger. Paradoxe de la Californie, l'état le plus peuplé et le plus avancé technologiquement des États-Unis, on y côtoie de près la nature. Très tôt, les Californiens ont protégé leur faune et leur flore, dont l'homme n'est pas si éloigné. Entre la tête des phoques et celle du capitaine, remarqueront les enfants, la seule différence, c'est les lunettes. Dans quelques jours, les dernières baleines remontant vers le nord auront dépassé la Californie. Mais d'autres enfants et leurs parents les suivront le long des côtes de l'Oregon, du Washington et du Canada. Regarder les baleines est devenu une industrie qui rapporte plus aujourd'hui que les tuer. Voilà qui nous amène tout à fait directement à la météo avec Alain Gillot-Pétré.
Et nous aurons demain une amélioration par l'ouest du pays qui fera le pendant avec l'amélioration que nous avons eue aujourd'hui par l'est. Voici notre carte pour demain, avec moi aussi mon petit poisson que je laisse dans la mer. Sur l'est du pays, l'extrême est, des brumes le matin, du soleil l'après-midi. Du nord au Lyonnais, ciel variable avec de quelques pluies mais des éclaircies. En revanche, sur le sud-est, de la neige. Sur les Alpes du Sud, au-dessus de 1500 mètres, de la pluie en pleine. Ce mauvais temps s'évacuera vers l'est. Sur la grande moitié ouest du pays, quelques pluies résiduelles le matin et des éclaircies de plus en plus belles l'après-midi. Les températures prévues par la météo nationale pour demain après-midi, eh bien, elles sont en hausse partout, monocolores, de 10 à 14 degrés, c'est très doux sur tout le pays. L'enneigement moyen maintenant sur les plus hautes pistes de tous les massifs pour ceux qui vont y partir ou qui y sont, eh bien, pas de problème. Où que vous soyez, il y a la neige, vous en trouverez partout, des Vosges aux Pyrénées-Orientales. Les conseils de bison futé pour ceux qui vont partir, et là c'est très important, partez vendredi, Parisiens, car si vous partez samedi, vous aurez de gros problèmes. Pour les Parisiens et les provinciaux, ne prenez pas l'autoroute A6 ou A7, ce sera bouché, ne prenez pas la Nationale 20, ce sera bouché au sud d'Orléans, et entre Mans et Angers, la Nationale 23, ce sera bouché. Enfin, pour terminer demain vendredi 2 avril, 3 minutes de soleil en plus, levé 7h29, couché 20h21, et c'est la fête des Sandrines. Voilà, le tout dernier journal vous sera présenté à 23h15 par Hervé Claude, et tout de suite après le journal, un rendez-vous que je vous conseille de ne pas manquer, un reportage très très intéressant sur l'école de la torture dans le cadre de notre magazine Affaires vous concernant. Bonsoir à tous, à demain 20h.